Éric Woerth, député de l'Oise, président LR de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et l'invité d'audition publique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, l'invitation des chaînes parlementaires, du Figaro et de l'AFP. Je précise tout de suite pour les internautes qui nous suivent sur le site du Figaro, bien sûr, comme chaque semaine, vous pouvez réagir sur le chat et puis je me ferai le relais de vos observations et même de vos questions tout à l'heure pour Éric Woerth. Avec moi sur ce plateau, Jim Jarassé et Paul Aubria. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Dans un instant, deux parlementaires, Éric Woerth, seront là pour vous interpeller. Le sénateur socialiste Martial Bourquin et la députée La République En Marche Amélie de Montchalin. Et puis Oriane Mancini et Ludovic Faux seront là pour la dernière partie de l'émission. Nous parlerons notamment de l'enjeu des européennes, avec déjà les indiscrétions, bien sûr, sur le texte que va publier dans les heures qui viennent le chef de l'État. Et puis on vous interrogera, bien sûr, sur la campagne de votre parti mené par François-Xavier Bellamy, sur lequel vous aviez quand même émis des réserves. On verra tout à l'heure si vous exprimez votre fidélité totale et entière à votre parti. Éric Woerth, bien sûr, la crise sociale avec les gilets jaunes. Il y a de moins en moins de participants le samedi. Il y a encore des heures dans certaines villes, alors que se poursuit le grand débat. Est-ce que vous êtes confiant dans son issue ? Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, une issue à cette crise tous les samedis. Il y a évidemment de moins en moins de personnes, mais enfin ça fait toujours beaucoup de gens dans les rues, avec plus ou moins de violence selon les samedis. C'est évidemment insupportable. Je pense que tout le monde aujourd'hui le dénonce. Enfin, toute personne raisonnable dans notre pays est amenée à le dénoncer. Parce que autant le début, c'était une colère qu'on pouvait comprendre. D'ailleurs, beaucoup des sujets, nous en avions porté un certain nombre. Et nous avions indiqué au président de la République qu'il pouvait y avoir des difficultés absolument majeures sur les taxes carburant, etc. Autant maintenant, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, on ne sait même pas vraiment ce que les personnes qui aujourd'hui vont manifester, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent. Il y a un problème d'autorité de l'État qui ne parvient pas justement à refermer cette crise. Oui, je pense qu'il y a une obligation de résultat de l'État sur un sujet. Quelles sont vos solutions ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de le maintien de l'ordre et de la police. C'est à l'État de définir les moyens. En tout cas, un État, la 5e ou 6e puissance mondiale, elle doit avoir les moyens, à un moment donné, de dire stop ça veut dire à des manifestations. Que les forces de l'ordre ne font pas leur boulot, que la justice ne fait pas son travail. Les forces de l'ordre, évidemment les policiers, les gendarmes, les CRS font tout ce qu'ils peuvent. Mon Dieu, c'est eux qui sont au front. Donc, au contraire, ils méritent notre salut quotidien et nos bravos. Enfin, il y a un moment donné où il y a un problème de moyens, où il y a un problème de réglementation, où il y a un problème de législation, où il y a un problème de justice. Enfin, il y a un problème. Il y a un problème qui fait qu'en France, chaque semaine, on peut manifester. Ne me dérange pas. C'est la Constitution, c'est même quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans notre raison d'être démocratique. Mais que ça se transforme de cette façon-là, c'est inacceptable. Il est totalement inacceptable. Il faut interdire de manière ciblée certaines moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aller très loin, très fort. Oui. Et à un moment donné, il faut dire stop. Il n'y a pas de raison que samedi prochain, il y ait des nouvelles. On fait quoi ? Je ne sais pas, interdire des manifestations lorsque c'est possible, trouver tous les moyens pour le faire. Et puis, si la justice veut casser cela, elle le cassera. Mais le gouvernement doit tout utiliser. Des cortèges qui ne sont pas autorisés. Il y a des manifestations dans certaines villes qui ne sont pas autorisées. Et pourtant, les manifestants sont là. Empêcher, vous pouvez laisser la circulation se faire, peut-être, il y a 1000 manières de ne pas transformer des villes en des champs de bataille, et ça doit être fait. En tout cas, l'État, il a une obligation de résultat sur ce plan-là. On ne peut pas contempler, au pire sens du terme, comme un observateur, ce qui se passe de samedi en samedi, et puis sans arrêt, pleurnicher le samedi soir pour dire mon Dieu, il y avait encore des casseurs dans la rue, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible, et puis la démocratie. Non, il faut aujourd'hui agir pour que ça n'existe plus. C'est le discours que tient le chef de l'État. Il a eu des mots assez durs pour ceux qui continuent de manifester. On s'en moque de ces mots durs. Il est chef de l'État. Il est chef de l'État. Il n'est pas patron de l'opposition ou kidam banal. Il est le chef de l'État. Il a tous les moyens aujourd'hui pour stopper cela. Donc il doit le stopper. C'est son obligation. Sur le grand débat, quelle sortie possible ? Quelle sortie fiscale notamment ? Est-ce qu'il faut, comme certains le proposent, une tranche supplémentaire sur les hauts revenus par exemple ? Est-ce qu'il faut un retour de la taxe carbone ? Vous qui êtes le spécialiste de ces questions chez les Républicains, qu'est-ce que vous dites ? Mais moi je dis que ce grand débat, d'abord, il y a un peu d'indigestion de débat. Il y a des débats maintenant partout, dans tous les sens. Il y a des ballons d'essai, vous venez d'en citer un certain nombre qui sont en fond des bons ballons d'essai ou c'est des mauvais ballons d'essai ? C'est des baudruches fiscales.
C'est-à-dire que vous lancez un truc, ça éclate tout de suite. La liste est d'ailleurs assez impressionnante. Les droits de succession, la taxe d'habitation pour les 20% des personnes les plus aisées, comme on dit, l'impôt sur le revenu au premier euro, l'impôt sur le revenu des catégories les plus aisées aussi, les niches fiscales pour les emplois familiaux, etc. Est-ce qu'il y a de bonnes idées malgré tout dans tout ce que vous venez d'énumérer? Non, enfin, même en cherchant bien. Je suis désolé, je veux dire, toute cette boîte à outils, on la connaît par cœur, pour tout vous dire. Elle est dans tous les tiroirs de Bercy depuis longtemps. Il n'y a qu'un seul truc qui ne fait absolument pas l'objet de débat, c'est la réduction des dépenses publiques. Et je ne dis pas que le chef de l'État, d'ailleurs, n'a pas souhaité le faire. Il a cherché, dans sa lettre, sa première lettre, pour dire il va y avoir un grand débat, vous verrez, c'est formidable. Il avait écrit des questions, et dans ces questions, il y avait quelques questions sur la dépense publique. Donc un débat, c'est d'abord l'exercice d'une responsabilité. Et la responsabilité, lorsqu'on est à la tête de l'État, c'est de poser les questions fiscales, mais d'abord de poser les questions des dépenses, parce qu'a priori, la fiscalité est faite pour apporter des recettes au fonctionnement des services publics. Sur les mesures fiscales que certains évoquent, les ministres, effectivement, on entend beaucoup dire qu'il y a une injustice fiscale dans ce pays. Est-ce que vous contestez cette idée-là? Alors, oui, j'ai tendance un peu à contester cette idée-là parce qu'elle est trop simple et trop simpliste et que je trouve qu'on a une dérive de simplisme et que cette dérive de simplisme, elle peut rendre très compliqué après l'exercice de la démocratie, l'exercice du pouvoir et la compréhension mutuelle des uns et des autres. Oui, nous avons beaucoup de fiscalité. Il y a des prélèvements qui sont en dehors des normes, de toutes les normes internationales. Donc nous avons beaucoup de fiscalité. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de dépenses publiques. Donc beaucoup de services publics, même si les Français ne le voient plus ou ne l'entendent plus, au fond ne le comprennent plus. Lorsque on entend dans ces débats ou lorsqu'on lit dans toutes les pages des journaux, ah mais il faudrait... Nous, on veut bien payer de l'impôt, mais on veut savoir où ça va. Mais on sait où ça va. Heureusement, d'ailleurs. On sait exactement où ça va. Ça rembourse une grande partie de la dette accumulée. Ça permet d'avoir une école gratuite. Ça permet d'avoir une santé de bonne qualité, très bonne qualité gratuite. Ça permet d'avoir des allocations familiales. Donc, il n'y a ça aucune raison permet de se plaindre. d'avoir des prestations sociales. On est bien Donc, remboursé de l'impôt. On sait où ça va. Oui, l'impôt, c'est un prix. C'est le prix du service public. Et encore, nous sommes en déficit. Donc, c'est le prix du service public. Et encore, ce prix est minoré parce que derrière, il y a des générations futures qui paieront ce que nous n'avons pas payé nous-mêmes. Donc, la question n'est pas tellement de savoir s'il faut mieux répartir l'impôt, si on peut le faire, s'il peut être plus juste, plus équilibré. Chacun doit payer en fonction de ses moyens, évidemment. Mais la vraie question est de savoir pas ce que nous payons, mais la question est de savoir le volume de la dépense publique. Et ce volume de la dépense publique, aujourd'hui, il est totalement décalé. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Avec une aspiration populaire de toujours plus de services publics, c'est ce que disent les Gilets jaunes depuis le départ. Comment on fait pour résoudre cette équation? Mais si vous posez la question en même temps, est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait plus de services publics sur telle chose? Est-ce que tu es d'accord pour financer les services publics par une augmentation d'impôts? Il vous répond non. Il vous répondra non. Donc il y a évidemment une irresponsabilité là-dessus. Où faut-il faire les coupes budgétaires, selon vous? Mais il y a plein d'endroits, un peu partout en réalité. Non, mais un peu partout. Il y a 20, 30, 40, 50 milliards d'euros. On dépense plus que les Allemands, à hauteur de, je ne sais pas, 150, 200 milliards d'euros. Donc on voit bien sur des sommes absolument gigantesques, nous avons un besoin toujours un besoin d'État. Et la France sera toujours un pays dans lequel on dépensera plus parce que notre culture, c'est celle-ci. On doit avoir un accès à l'école, on doit avoir un accès aux meilleurs services. Mais en échange de tout cela, il faut des règles, il faut probablement aussi mieux verrouiller un certain nombre de droits, y affecter un certain nombre de devoirs. Des devoirs, le Premier ministre a évoqué cela, on l'évoque depuis bien longtemps. Avec Nicolas Sarkozy. Les contreparties aux aides sociales. Oui, avec Nicolas Sarkozy, on avait évoqué ça à plusieurs reprises. Ça crée sans arrêt des débats vous vous retrouvez infernaux. Quand même dans certaines pistes qui sont avancées. C'est des pistes qu'on avait nous-mêmes mis en place pour la plupart des cas. Donc je veux dire, malheureusement, la France, elle a plutôt tendance à faire de la marche arrière qu'à faire de la marche avant. Et c'est une inquiétude et même quelque chose qui rend triste un responsable public. La France n'avance pas. Elle ne réforme pas l'État comme elle devrait le faire. Elle ne déclenche pas les débats en responsabilité que nous devrions avoir. Est-ce que vous estimez que la crise des Gilets jaunes, justement, va marquer un nouvel arrêt à ce que vous appelez, donc, sachant, est-ce que vous estimez, par exemple, que on a renoncé à la baisse des dépenses publiques? Est-ce qu'on a renoncé aux économies que vous appelez de vos voeux? En tout cas, le président de la République, quand il a été élu, il voulait révolutionner la France. Il l'a transformée en révolte populaire. Ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu. Et donc, il rend la réforme plus difficile.
puisque la capacité d'acceptabilité de la réforme est difficile. Et c'est très difficile de déclencher un débat populaire. Je suis absolument pour tous les débats, et c'est en réalité un débat contraint. C'est parce qu'il n'y avait pas de débat que tout d'un coup, il y a presque un excès de débat. Cet excès de débat, on ne le retrouve pas dans la décision. La France, elle a besoin de beaucoup de décisions, et d'en débattre, mais aussi de beaucoup décider. Aujourd'hui, il y a une indigestion de débat, mais en termes de décision, c'est relativement indigent. Donc il faut attendre encore 15 jours. Il y a un tout petit problème. Oui, mais vous ne pouvez pas attendre. Vous croyez que le monde, il nous attend vous croyez que nos parts de marché françaises, qui font notre pouvoir d'achat, qui fait le pouvoir d'achat des Français, vous croyez qu'on a le temps d'attendre? Vous croyez qu'on est élu à une responsabilité suprême à la tête de l'État français pour uniquement déclencher un débat, pour faire parler français votre feuille de route sur les 2 ans qui viennent? Ça, je ne le crois pas du tout. Donc je ne sais pas comment on va atterrir. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que sur la fraude fiscale, puisque vous l'évoquiez, la fraude fiscale, c'est ce dont on parle toujours quand on n'a pas d'idée. C'est-à-dire que vous regardez, vous faites des programmes, vous dites, mais nous-mêmes on l'a fait d'ailleurs à un certain moment, vous regardez, vous dites, oh, j'arrive pas à financer telle ou telle mesure supplémentaire, alors je dis, allez, on va faire 10, 20, 30 milliards d'euros. En réalité, on ne sait pas. On ne sait pas. Fraude fiscale et fraude sociale. Oui, c'est ça, même chose. Vous avez une estimation précise, par exemple, de ce que l'État pourrait gagner pas du tout. en éradiquant, si tant est que ce soit possible, la fraude? Je pourrais vous donner un chiffre, je peux vous donner un chiffre entre 5 et 80 milliards, mais ces chiffres, d'abord, vous voyez que ça ne veut rien dire, et que vous n'aurez aucun ministre sérieux, je parle de gens sérieux, qui vous diront combien est la fraude fiscale, vu que c'est caché, et que donc c'est assez difficile à évaluer. Lorsque je suis devenu ministre du Budget, il y a maintenant 10 ans, j'ai créé une délégation nationale de lutte contre la fraude. Cette délégation nationale de lutte contre la fraude avait pour vocation de réunir justement fraude fiscale, fraude sociale, les impôts, les services sociaux, l'URSSAF, etc. Et d'essayer de faire en sorte d'avoir une vision globale. Et la première chose que j'ai demandé à cette délégation, c'était une évaluation du montant de la fraude. Ils n'ont jamais été capables de le faire. Et je vois que 10 ans après, c'est toujours le cas. Il n'y a pas de méthode, il y a une incapacité à faire. Alors, il faut lutter résolument contre la fraude. Non, ils ne mentent pas, ils ne savent pas. Ils donnent le chiffre qui les arrange. Ouais. Comme ils n'ont pas de réponse en général à la question qui est posée, parce qu'en général, on propose une dépense. En France, un politique, il propose souvent une dépense. Alors, il propose une dépense supplémentaire, il dit « je voudrais faire ça en plus, ça va coûter plus cher ». Et quand on demande comment vous le financez, en général, on va évidemment regarder. Il n'y aurait pas de déficit public s'il n'y avait pas de fraude fiscale. Et d'ailleurs, souvent, c'est les mêmes chiffres. C'est souvent parfois les mêmes chiffres. Il y a le déficit public d'une centaine de milliards ou de 80 milliards. On dit la fraude fiscale, c'est de 80. Vous voyez, on ne doit pas se serrer la ceinture. On ne doit pas tenter de réformer notre État pour essayer de rendre plus durable, non pas la planète cette fois-ci, mais notre société française. Sur la réforme, prenons par exemple l'exemple de l'assurance chômage. Il y a eu des annonces qui ont été faites la semaine dernière par Édouard Philippe. Est-ce que vous pensez que ça va suffisamment loin, en tout cas dans ce qui a été déjà un peu annoncé? Est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction, suffisamment vite? Enfin, moi je remarque que sur la méthode, ça a été un échec total. Il y avait la volonté d'essayer d'en sortir par le dialogue social. Là, c'est un dialogue qui doit aboutir à des résultats. Ce n'est pas un débat, c'est un vrai dialogue pour décider. On s'aperçoit que c'était impossible de le mener. On verra ce que l'État dira. On verra ce que la ministre du Travail, ce que... Est-ce que ça ne libère pas finalement les capacités de l'État à réformer vraiment? En tout cas, je pense que le dialogue social, c'est difficile. En tout cas, le dialogue entre le syndicat et patronat, c'est compliqué pour passer des étapes, pour gérer les choses, pourquoi pas, mais pour passer des étapes de rupture, c'est compliqué. On verra si l'État est capable de le faire. Mais il y a des questions d'indemnisation aujourd'hui du chômage. Il y a cette question, elle est clairement posée. Il faut par exemple limiter elle est posée en temps, elle est posée en niveau, mais il ne faut pas tomber sur les cadres. Il n'y a pas de raison de tomber sur les cadres. On a besoin des cadres en France. Mais il y a peut-être des délais, il y a peut-être une dégressivité. Tout ça a déjà été tenté d'ailleurs dans le passé. Donc là aussi, vous rejoignez un peu les réformes, vous allez dire qu'elles étaient imaginées sur la droite des Républicains. Je rejoins le programme des Républicains qui a été suffisamment travaillé, la primaire des Républicains, qui n'est pas au siècle dernier, il n'y a pas si longtemps que cela. Parmi les réformes, ces idées-là, elles s'appliquent dans plein d'autres pays. Les retraites. Les retraites, précisément. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut réformer les retraites? Comment? Dans le contexte social dans lequel nous sommes, est-ce qu'on peut encore réformer? Est-ce que la voie empruntée est la bonne, sachant qu'aujourd'hui, on apprend par exemple que les régimes spéciaux pourraient
être préservée. Moi, je ne peux pas commenter un truc qui n'existe pas. D'accord. Cette réforme, elle n'existe pas. Ça fait 2 ans ou 1 an, quasiment bientôt 2 ans qu'on en parle. On n'aura jamais mis autant de temps pour faire une réforme de retraite. Nous, la droite, on en a fait 3. C'est en jeu, vous, les Républicains, parce qu'on va toujours vous dire, on va vous critiquer, mais vous n'avez pas fait en votre temps. C'est une plaisanterie. Vous avez été malade. C'est juste une Par rapport aux régimes spéciaux, par exemple. Vous croyez vraiment à ce que vous dites là? Par rapport aux régimes spéciaux. Vous ne croyez pas à ce que vous dites, c'est pas possible. Et pourtant. Écoutez, on est les seuls à avoir fait. Moi, je ne m'en vante pas, c'est pas un plaisir. J'ai eu affaire à des millions de gens dans la rue. Des millions de gens dans la rue sur des... Alors ne me dites pas qu'on n'a rien fait sur les retraites. On a augmenté l'âge, on a réformé les régimes spéciaux, pardon, on les a bien réformés, puisque c'est le même nombre de trimestres. Et d'ailleurs, vous voyez bien un certain nombre de régimes spéciaux aujourd'hui, dont l'âge moyen de départ est plus important. Regardez la SNCF ou ailleurs. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout. La question de l'âge. On n'est sans doute pas allé jusqu'au bout des choses. L'âge, enfin, vous regardez, vous faites 10 ans en arrière, vous mettez votre rétroviseur, vous lisez ce qu'écrivait l'AFP ou les journaux, ou le Figaro, et vous verrez les débats qu'il y avait. Ouais. On est allé jusqu'au bout des choses à ce moment-là, et croyez-moi, regardez les débats, c'est d'une violence extrême. On a brisé le tabou des 60 ans. Bon, il faut aller plus loin, et les Français, ils ont le droit de savoir ce qui va se passer pour leur retraite. C'est un droit humain. La retraite, c'est le rapport entre la vie, le travail et la mort. C'est quelque chose d'extraordinairement personnel. Ça se dessine, ça se dessine. Oui, mais ça, c'est la technocratie. L'âge sera repoussé, vous le savez bien. Le président de la République a dit que non. Ah oui, mais dans les faits, vous savez bien que si on veut une pension complète, il faudra travailler un peu plus longtemps. Il a dit que non dans les faits. Moi, je suis favorable à ce qu'on repousse l'âge de la retraite de façon non politique et non polémique. Il est naturel qu'à partir du moment où on vit plus longtemps, même si l'espérance de vie c'est quoi stagne pour vous l'âge aujourd'hui? La mesure d'âge, il faut, je crois, il faut donner 65 ans certainement. Il faut donner 65. Oui, enfin, il faut que le temps que vous passez à la retraite et le temps que vous avez passé au travail soit suffisamment équilibré pour que les générations qui travaillent puissent vous payer votre retraite. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de payer ce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas à la fois payer vos dettes, votre retraite et tout cela. Donc il faut là-dessus continuer à travailler. Les points, c'était dans la réforme de 2010 d'ailleurs, les points ce n'est pas un problème, c'est des modalités de calcul, c'est plus simple, c'est plus transférable, mais ce n'est pas des grandes réformes. Les vraies grandes réformes, c'est que les Français aient à peu près un régime de retraite qui soit compatible, dans lesquels il y ait très peu de Français qui accèdent à des régimes dits spéciaux. Aujourd'hui, il y a trop de Français. Il n'y a pas de raison particulière pour que ça continue, parce que c'est extraordinairement injuste par rapport à tous ceux qui ne l'ont pas. On retient votre mesure d'âge, vous, c'est 65 ans. C'est sans doute cela. Il n'y a pas un âge. Il y a un âge en fonction de votre espérance de vie. Mais regardez dans d'autres pays, regardez un peu. Aujourd'hui, les régimes de retraite sont équilibrés grâce à la réforme de 2010. Hein. Donc, mais ça ne durera pas, parce que ça ne peut pas durer. Parce que je pense qu'une réforme des retraites, elle doit être aujourd'hui quasiment automatique. Ça ne doit plus être un sujet de discussion politique ou polémique. Ça doit être un sujet géré uniquement en fonction de la durée de l'âge et probablement de la pénibilité des métiers, mais pas la pénibilité à la manière socialiste, qui était une sorte d'usine à gaz terrible, la pénibilité ressentie réellement au travail à un moment donné et justifiée par la médecine du travail. Paul, dernière question. Oui, est-ce que vous soutenez la taxe que Bruno Le Maire présente mercredi sur les GAFA? Est-ce que ça vous semble le bon outil pour... Écoutez, les Républicains ont déposé un amendement qui ressemble à ça il y a 2 ans à peu près. Vous avez tout inventé alors hein? Au moins c'est prouvable. C'est facile, il suffit de se référer au débat parlementaire. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça peut être efficace? À ce moment-là, on nous avait dit, et d'ailleurs Bruno Le Maire en premier, nous avait dit c'est l'Europe qui s'occupe de tout cela, la France va bientôt avoir raison, tout le monde aura raison, et c'est beaucoup trop tôt, vos propositions sont beaucoup trop tôt, et vous verrez ce que vous verrez. En fait, on n'a rien vu du tout, l'Europe ne va rien voter du tout, et donc ce sera à la France de montrer le chemin. Je pense qu'il y a un chemin qui est celle, évidemment, d'une taxation forfaitaire assez brutale, mais elle doit l'être. 3%, c'est trop faible selon vous? C'est ce qui est envisagé? Je pense que c'est un peu faible. Mais comme il y a des entreprises qui ne ressemblent pas aux GAFA, qui sont probablement dans le champ du radar, je comprends qu'on puisse minimiser les choses. Mais ce n'est pas une solution définitive. La solution définitive, elle passe par les discussions qui ont lieu à l'OCDE sur des choses plus sophistiquées, dans lesquelles on réfléchisse mieux à ce qu'est un établissement stable sur le plan fiscal, et sur lesquelles on arrive à recomposer ce que gagnent ces entreprises et ce qu'on leur fait gagner, nous, en utilisant sans arrêt ces technologies. Nos données, par exemple, et que à ce moment-là, en tout cas, il ne peut pas y avoir de différence fiscale entre une entreprise de cette nature et les autres entreprises. Merci, messieurs. Deuxième partie d'audition publique avec les 2 parlementaires dont je vous annonçais la venue. Ils sont là, ils entrent sur le plateau.
Bonsoir, Martial Bourquin, vous êtes sénateur socialiste du Doubs. Bonsoir, Amélie de Montchalin, vous êtes députée de La République En Marche de l'Essonne. Une question d'un internaute qui nous suit sur le site du Figaro, c'est John. Il estime que la seule solution pour Emmanuel Macron aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de son quinquennat, de le sauver, écrit-il, c'est d'acheter la paix sociale. Et il vous demande, est-ce que vous êtes d'accord? Ah, pas du tout. Non, acheter la paix sociale, on entend ça depuis 20 ans. Hein. On a beaucoup acheté quand même la paix sociale, ça a coûté très cher. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut avoir un débat responsable avec les Français. Ouais. Il y a des ministres qui, ces dernières heures, ont évoqué un tournant social. Oui, c'est plutôt un tournis politique ou un tournis social. Vu le nombre de propositions annoncées le matin et contredites l'après-midi, moi ça me donne plutôt le tournis que le tournant. Hein. D'accord. Amélie de Montchalin, je vous en prie, bonsoir. Bonsoir. Vous allez la première interpeller Éric Woerth. Interpeller, c'est violent quand même. Ah non, pas forcément, vous allez voir. On travaille dans la même commission à l'Assemblée, donc on s'interpelle souvent. Moi, je voulais revenir sur deux sujets qui ont fait les débats et qui ont été d'ailleurs évoqués dans votre interview juste avant. Sur les contreparties, j'ai été assez choquée de voir que Laurent Wauquiez expliquait qu'il fallait des contreparties de nature de travaux d'intérêt général. Et au fond, ça remet dans la machine l'idée qu'il y aurait cette pseudo-assistanat et en face duquel il faudrait avoir une démarche assez punitive. Je rappelle que travaux d'intérêt général, c'est quand même très chargé, parce que c'est en lien au code pénal. Moi, j'ai quand même l'impression dans tout le débat qu'il y a un gros sujet, pour le coup prioritaire, et qui peut être un tournant social, qui est celui de la lutte contre le non-recours, donner priorité à l'accompagnement et une vraie insertion. Et donc je voudrais comprendre un peu sur ce sujet-là comment la droite peut avoir justement un virage pour arriver à passer non pas des grands débats, des grands concepts, mais vraiment à la réalité de terrain et à ce que le système social qui coûte effectivement contribuable soit vraiment plus efficace et amène les personnes à sortir vraiment de la pauvreté. Je pense qu'il faut une contrepartie, il faut des contreparties. Je pense que quand on a le RSA, on a bien du mal à vivre avec le RSA, mais on est un des pays où ça existe et c'est tant mieux, heureusement pour les Français et pour la France. Il me semble assez naturel qu'en face de cela, au bout d'un certain temps, dans certaines conditions, tout ça doit être discuté, mais qu'il y ait une contrepartie d'intérêt général, qui est quelques heures données à la collectivité, aller s'occuper de la bibliothèque, s'occuper de ci ou de ça, donner quelques heures à la collectivité, parce que la collectivité vous donne à ce moment-là un filet de sécurité qui n'existe pas dans d'autres pays. Qu'à côté, il y ait aussi une forme d'obligation de formation, de toute nature, qui permettent de sortir de cet état de pauvreté qui ne peut être qu'on peut l'espérer en tout cas passager ou ponctuel. Et on ne peut jamais faire en sorte que, enfin, personne ne peut vouloir qu'un état de pauvreté soit durable et que la personne s'y enquiste pendant des années et des années. Donc il faut la sortir de tout cela et à un moment donné, il faut aussi mettre un peu d'autorité. Et je pense que, notamment sur la formation, il y a beaucoup à faire, surtout en des périodes où nous sommes dans des périodes qui ne sont des périodes où il y a encore un chômage de masse et pourtant il y a de la croissance. Et pourtant, il y a plein d'entreprises qui cherchent, tout le monde le sait, qui cherchent des travailleurs. Donc, du coup, peut-être plutôt donner, à mon point de vue, priorité justement à l'insertion, à l'activité, à la formation, qui permet de trouver un emploi plutôt qu'à des travaux d'intérêt généraux. Mais aussi au travail. Je pense qu'il faut aussi qui donner ont comme une connotation très punitive et très judiciaire. C'est le Premier ministre qui a parlé des contreparties. Mais il a parlé des droits et des devoirs. Et l'idée que l'État avait le devoir d'accompagner et que la personne avait ensuite le devoir de participer pour justement pouvoir être dans une dynamique d'emploi. Ce qui est assez différent de la démarche des travaux d'intérêt général. Le Premier ministre n'a pas tout à fait précisé ce qu'il entendait par là. Il s'est fait totalement. Nous, on a compris des contreparties en termes effectivement de travail. Si vous regardez en détail, parce que le contexte, la réponse, c'est assez fourni et c'est ce que fait la majorité et qui est une démarche qui n'est pas punitive. Donc là, vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne. Alors, Martial Bourquin, on va peut-être avancer. Il faut évidemment des contreparties. Enfin, on ne peut pas rester dans Monsieur Bourquin. cet état-là. Alors, moi j'ai une question sur ADP, Aéroport de Paris. On s'apprête, enfin le gouvernement s'apprête à privatiser Aéroport de Paris, qui représente une belle entreprise, qui crée même des entreprises à travers le monde et qui fonctionne bien. Est-ce que le Sénat a pris position à plus de 246 votants contre cette privatisation? Donc gauche-droite réunie, c'est ce que Gauche, vous nous droite, dites. communiste, socialiste, républicain, centriste, en disant pourquoi faire une erreur pareille? Il y a le spectre des autoroutes et on s'apprête vraisemblablement à faire peut-être pire avec ADP. Et donc, quelle est votre position sur ce dossier?
Je pense qu'il nous reste quelques mois pour faire en sorte que le maximum de parlementaires, le maximum de maires, le maximum de présidents de conseils généraux, mais aussi responsables syndicaux, d'associations, puissent se faire entendre ensemble pour dire au président de la République abandonnez ce projet. Abandonnez ce projet parce que c'est une erreur économique. Parce que, erreur économique, 174 millions d'euros versés à l'État cette année, c'est quand même pas rien, mais surtout avec l'évolution du trafic aérien, on sait très bien que cette manne financière va encore augmenter. Moi, je me pose pas mal de questions sur l'opportunité ou la nécessité de privatiser, comme on dit, mais enfin, c'est privatisation pendant 70 ans, de la gestion d'aéroports de Paris, comme d'ailleurs de la Française des Jeux, pour tout vous dire. Sur Engie, j'ai moins de doutes. Je ne suis pas, par nature, contre les privatisations, enfin, laissons le mot, contre les privatisations. Je pense qu'on a des participations trop élevées dans pas mal d'entreprises et qu'on aurait le même contrôle avec des participations moins élevées. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup d'aéroports qui ne sont pas privatisés, qui sont gérés par la puissance publique. C'est une frontière, donc c'est aussi important. La sécurité, bien sûr, resterait du niveau de l'État, régalien, la PAF, la douane. Mais c'est plus que ça, la sécurité, je pense. Et puis surtout, les conditions financières ne sont pas claires. Je trouve que je ne dis pas que l'État n'est pas clair, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça est quand même relativement flou. On ne sait pas. L'État veut tirer à peu près 15 milliards d'euros, si j'ai bien compris, 10 ou 15 milliards d'euros d'ADP. Bon, c'est beaucoup d'argent. C'est déjà beaucoup d'argent. Donc il doit vendre une part très significative des 50 ou 51% qu'il possède. Bon, mais alors vous êtes hésitant pour l'instant. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et que je pense qu'on va. Il vous enrôle dans son combat, alors. Le Sénat a voté contre. Et le sénateur a raison, c'est-à-dire que les dividendes aujourd'hui versés par ADP, alors peut-être ne sont-ils pas éternels, mais enfin, les dividendes versés aujourd'hui sont largement suffisants pour abonder, si le ministre veut absolument abonder un fonds supplémentaire d'aide aux entreprises. Très bien, mais d'abord des fonds, ça existe déjà, pour tout vous dire, on se demande pourquoi on en crée un nouveau. Et puis, si vous mettez Française des Jeux et ADP et Engie, vous tombez sur des sommes de dividendes qui sont au moins de même niveau. Donc on se demande pourquoi tout ça. Alors, est-ce que c'est pour mieux gérer ADP? Est-ce qu'on se dit, au fond, ADP serait mieux géré par une entreprise française, une entreprise chinoise, une entreprise je ne sais pas quoi? Beaucoup de gens vont candidater. Est-ce que ce serait mieux géré? Peut-être que ce serait mieux géré, mais ça ne veut pas dire que l'État ne pourrait pas mieux gérer. 800 millions d'euros l'année dernière. Alors peut-être il ne doit pas y avoir un consensus à trois autour de cette table, Madame. Il n'y aura pas de consensus parce que c'est ce gouvernement qui veut. Alors moi je ne suis pas au gouvernement, mais en termes de majorité, ce qui est sûr, c'est que la réflexion qu'on a, c'est l'État doit pouvoir quand même réallouer ses investissements en fonction des priorités. Et que si à un moment donné, il fallait que l'État investissent, soutiennent et permettent aux aéroports de grandir. Moi, je suis élu d'une circonscription où il y a les pistes d'Orly, donc je suis très concernée. Pour moi, il y a bien sûr les enjeux de sécurité où effectivement les choses seront garanties. Pour moi, il y a aussi le sujet des riverains. Et il faut que l'État ait un rôle de régulation très fort. Et là, c'est le rôle plein de l'État. Que l'État, à un moment donné, puisse se dire, voilà, je sors d'activités qui avaient besoin d'un soutien pour les soutenir, de l'innovation de rupture et finalement l'économie de demain, je pense que c'est une démarche qu'on comprend. Ensuite, effectivement, tout l'enjeu, c'est que l'État ne brade pas l'actif et puisse en retirer. Pas seulement, parce que vous avez un monopole de fait. Oui. Plus de 80% du fret aérien passe par l'aéroport de Paris. Et dans le préambule de la Constitution, on dit bien que tout monopole ne peut pas être privatisé. J'ai aucun problème idéologique, mais j'ai un problème je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que la réallocation de moyens, non, allouer les dividendes au financement du fonds, et puis vous dites que les dividendes de la Française des Jeux, d'ADP, éventuellement les surdividendes, les dividendes d'Engie restants, sont affectés à la création de ce fonds. Mais ça fait beaucoup de fonds aussi, Méline Montchalin. Vous avez la BPI qui intervient. Vous avez les grands emprunts qui ont pris plusieurs formes, lancés par Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Tout ça fait beaucoup d'argent au fond. On se demande pourquoi on a besoin d'un troisième fonds auquel on ne va plus rien comprendre. Ce qui est sûr, c'est que je travaille à la demande du Premier ministre avec d'autres députés en ce moment sur le
la loi de programmation de la recherche et le lien entre la recherche publique et la recherche privée pour justement être une économie innovante. Donc nous allons pouvoir en détail regarder d'ailleurs l'articulation de ces fonds et le soutien réel fictif qu'ils ont à l'innovation. Pourquoi on se lance dans des trucs pareils? Pourquoi on ne les regarde pas avant? C'est pas une réallocation de moyens, c'est une dispersion de moyens. C'est pas une réallocation, c'est une dispersion de moyens. Honnêtement, je pense que ça ne vaut pas ce combat. Sinon, peut-être faut-il resserrer mieux la gestion d'ADP. Il y aura des investissements à venir qui peuvent être financés autrement. Mais du coup, ça fait très bien le lien, le mot que vous venez de prononcer d'investissement fait très bien avec la question que j'avais suivante, qui concerne l'Europe. Votre candidat aux européennes, François-Xavier Bellamy, a dit une phrase sur laquelle j'ai été assez surprise, puisqu'il dit « L'Europe que je veux incarner croit que le plus important n'est pas de transformer, mais de transmettre ». Et là, j'ai un sujet, c'est que je pense que l'État, la puissance publique et l'Europe ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, elle est arrivée à un point où elle n'a plus à se transformer, plus à se réformer, et qu'il ne faudrait juste qu'elle transmette à une situation aujourd'hui qui est quand même inégalitaire, inefficace, et qu'on a effectivement devant nous un énorme combat d'innovation et de compétitivité à mener. Moi, je pense que, personnellement, je me sens très progressiste, et je ne comprends pas pourquoi votre famille politique est à ce point, finalement, dans un conservatisme qui va bientôt être du déclinisme. Parce que Ma famille politique, elle a à peu près sa cohérence, vous inquiétez pas. Nous devons, pour reprendre la formule, nous devons transmettre des politiques ou des situations réformées, transformées. Chaque génération amène évidemment enfin, on va peut-être. Ce qu'il faudra éviter, c'est de transmettre tous les samedis un mouvement de gilets jaunes. Donc ça me semblerait mieux. Donc essayons de réformer sérieusement et solidement notre pays. Et je note que la réforme de l'État, par exemple, qui est essentielle, parce qu'il n'y a pas de réforme. Hein, c'est François-Xavier Bellamy qui s'est exprimé sur l'Europe en disant qu'il n'y avait surtout pas à réformer, qu'il fallait transmettre. Alors j'aimerais savoir quelle Europe il veut transmettre. Je n'ai pas vu ces déclarations. Enfin, je n'imagine pas un instant qu'une tête de liste Les Républicains ne soit pas réformateur. Donc il est réformateur également, comme moi-même et comme nous le sommes tous dans cette droite progressiste. Mais le progrès, c'est de transmettre dans de bonnes conditions des politiques publiques. On ne peut pas transmettre de la dette. Progressiste, vous le prenez aussi à votre... Il est très disputé, ce qualificatif, vous le prenez à votre compte. J'aime le progrès, comme tous les Français. Les Français, ils n'aiment pas le recul, ils préfèrent le progrès. Certains préfèrent être un peu plus conservateur et l'assument d'ailleurs. C'est des débats, c'est des mots, tout ça, tout à fait creux. Je pense que nous avons besoin de progrès, nous avons besoin de plus de pouvoir d'achat, de plus de justice et d'une meilleure santé et d'une espérance de vie. Du président qui parle de progrès, de liberté, de protection, vous ira ce soir parce que je pense que du coup on va s'y retrouver. Et nous avons besoin d'Europe et nous avons besoin d'une Europe forte, ferme, qui affiche sa puissance et qui en même temps respecte évidemment l'identité des nations qui la composent. Mais ça, si vous le permettez, j'aimerais intervenir sur un sujet. J'aimerais poser une autre question. Ah. Les Hollandais viennent d'intervenir dans le capital d'Air France. J'ai cru que vous parliez des partisans de François Hollande. Non. Pas mal. Ils interviennent dans le capital d'Air France. Nous, on se retire d'ADP, on se retire de la Française des Jeux, on se retire d'Engie. Une liste impressionnante d'entreprises industrielles sont en difficulté. Peut-être vont-elles fermer. Beaucoup dans les Hauts-de-France, mais aussi chez moi, où il y a Peugeot Scooter, où il y a une autre entreprise qui peut disparaître. Il y a, concernant l'industrie, une désindustrialisation de plus en plus importante. Pas en 2018. Qui se poursuit. Ah non. C'est ce que j'ai dit à Bruno Le Maire la dernière fois. La liste, elle est là. Bruno Le Maire a dit qu'effectivement, il y a plus de fermetures que d'ouvertures de sites, mais depuis quelques mois seulement, depuis la fin 2018. Rendez-vous compte qu'avec ce qui se passe avec l'usine Ford... Plus d'ouvertures aujourd'hui que de fermetures. Oui, mais ce qui se passe avec l'usine Ford, ce qui se passe avec Ascoval, ce qui se passe avec plusieurs entreprises, on a là des savoir-faire, des filières technologiques qui vont disparaître et industrielles. Il y a beaucoup de... Et donc, alors, question. Alors, la question, elle est simple. Est-ce que vous ne pensez pas, comme l'a fait Obama lorsque General Motors était en difficulté, qu'il ne faut pas nationaliser temporairement une entreprise pour lui permettre, pour garder les salariés, les savoir-faire, garder les machines, garder les investissements, et ensuite, lorsque l'entreprise a repris, lorsqu'on a trouvé un repreneur, l'État peut se désengager. Je prends l'exemple de Peugeot. Oui. Mais alors, 14%, oui, c'était un autre maintenant temps. Peugeot va mieux,
l'État va sortir. Alors, C'était un réponse. autre temps. C'était un autre temps. Non, je ne suis pas du tout favorable à des nationalisations de cette nature. Je le savais, hein. je Je le savais. Ça n'est pas Mais favorable. je veux dire, je pense aux salariés, je mesure tout ça. C'est des drames pour les uns et pour les autres, mais je ne peux pas vous dire que je serais favorable à ça, parce que ça voudrait dire un État intervenait tout le temps, partout. Je rappelle que l'État n'a pas d'argent, je rappelle que l'État est en plein déficit. C'est je ce que rappelle font les ce Pays-Bas. déficit, il faut les payer. C'est ce que font les Pays-Bas. Non, c'est pas ce que font les Pays-Bas. Moi, je note qu'il y a Si. beaucoup d'échecs industriels. Mais pas Et pour qu'il finir faut, entre les il y a difficultés, beaucoup hein. d'échecs industriels. Et que ces échecs industriels, ils quand même commencent à nous poser des questions. Ascoval et Altifort, c'est à un moment donné. fait quand même Il y a même compréhensible plus de des ministre. industrialisations. Ce qui s'est passé, ce qui se passe. Non, le secrétaire d'État. Ce Il n'y a qui plus se de passe ministre sur en plein Ford, exercice sur ces à questions. Blanquefort est tout à fait scandaleux. Le positionnement et l'attitude de Ford est absolument Et scandaleuse. donc là, Bruno Le Maire, cynique. il a raison de et leur demander cynique. 20 millions d'euros, Et là, par tout exemple. ministre demanderait qu'on rende les 20 millions qui ont dû être donnés à un moment donné pour assurer le développement de l'entreprise. Enfin, si Ford veut partir aux États-Unis, aller produire les pièces là-bas, alors il doit rembourser évidemment tout ce qu'il doit les aides rembourser. On publiques. verra si le PSE d'ailleurs comment fonctionne le plan social. Oui. Bon, je note que Alstom Siemens, on est allé dans le Alors, que peut mur et faire- ça je que le peut regrette faire beaucoup. l'État face à cette Être désindustrialisation plus industrie, pro-industrie. Mais comment et de façon différente. Mais par exemple, Par exemple, le rendant ministre veut par supprimer exemple, l'impôt sur la production, par Par exemple. exemple, écoutez, L'impôt c'est de nouveau. production. Oui, mais c'est très nouveau parce que les Républicains ont présenté avec beaucoup Ah, là d'opiniâtreté. Mais non, mais écoutez, c'est les débats. On parle du débat à l'Assemblée nationale, on ne parle pas d'un débat, on parle de vrais débats dans lesquels on propose des choses, dans lesquels on les vote ou on ne les vote pas. Nous avons proposé une diminution des impôts de production, qui rendent la compétitivité de nos entreprises de moins en moins forte par rapport à tous les autres. Regardez l'état de notre commerce extérieur d'ailleurs. Donc nous avons besoin de réduire d'abord la fiscalité de production des entreprises, parce que les entreprises, c'est celles qui créent la richesse. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas le prix Nobel d'économie. Mais Et encore on a faut-il tout- que ce soit le On a cas. tout misé sur le coût du travail. La taxe d'habitation était une erreur. On a tout misé sur le coût du travail. Maintenant, on est inférieur à l'Allemagne. Et s'il n'y avait pas que cela, j'ai vu un grand journal qui disait si le problème de la désindustrialisation n'était pas que cela. Et on va chercher autre chose. Par exemple, le fait que les entreprises du CAC 40 investissent beaucoup plus ailleurs qu'en France, plutôt que d'investir en France. Je prends un exemple Mais c'est d'autres sujets. des grandes Alors, entreprises. on écoute la réponse la réponse de l'invité. Heureusement Eric qu'on a Woerth. des grandes L'entreprise entreprises. Renault, qu'on a des entreprises. Renault n'a plus que 12% de sa production en France. Eric Woerth. Mais tant mieux, mais si Les vous Allemands, disiez, c'est plutôt 40 ou 45. Si on avait On écoute. 70% de notre production en France, on ne vendrait pas ailleurs. C'est Donc, là. heureusement, Là, vous On êtes écoute. défaitiste. là. heureusement, je ne suis pas défaitiste, je pense que nous devons être conquérants. C'est Et que les entreprises défaitiste. françaises, Ah, c'est déjà, on au écoute. moins, les grandes entreprises françaises, au moins, elles ont une vision conquérante de l'espace mondial. On n'a pas à se recroqueviller vis-à-vis du monde. Et ces Et on a plusieurs entreprises-là, millions de chômeurs et on a une elles représentent des choses. désindustrialisation Allez. rampante. Mais Aujourd'hui, la Question finale, Amélie de Montchalin, puisque le temps Et passe. sur les retraites, pour revenir à un point que vous avez longuement évoqué, moi je reste persuadée que la priorité n'est pas l'âge, la priorité c'est de redonner une forme d'unité et de justice. Aujourd'hui, moi je suis frappée par le fait qu'une même personne, et notamment une même femme, qu'elle soit fonctionnaire, qu'elle soit travailleur à domicile, qu'elle soit salariée, qu'elle soit indépendante ou qu'elle soit profession libérale, pour le même temps de travail, pour les mêmes cotisations, à 62, 63 ou 64 ans, quel que soit l'âge que vous regardez, elle n'a pas le même droit à la retraite. Et que pour notre priorité, Elle a des droits c'est assez peu différents. Ah bah, non, si vous êtes agricultrice la vraie ou indépendant. inégalité, c'est les régimes spéciaux. Donc vous êtes favorable à la suppression immédiate des régimes Nous spéciaux sommes favorables. de la SNCF, de la RATP, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est Non, que non, mais si. soyez mais clair, oui, soyez clair. oui, nous La sommes vraie favorables. injustice, la vraie injustice, Faites c'est celle-là. attention aux La vraie retraités pauvres. injustice, c'est celle-là. Mais J'ai c'est rarement juste. vu autant de retraités pauvres arriver maintenant à l'âge de la Mais retraite. c'est pour ça que le système. Certains de- vont directement au resto du cœur Non, ou mais sont en Je difficulté. termine en disant, On La laisse question terminer des l'invité. retraites. Eric Woerth termine. J'ai vu qu'en Allemagne se discutait l'idée d'avoir un minimum retraite à 900 euros. mais Pourquoi alors, ne pas mais aborder nous des avons questions comme il y a un celle-là minimum en tête. Qui est à peu près à 900 Vous avez, qui va, vous qui va savez- monter à 900 euros. Eric Ah oui, Woerth, et on Vous conclut savez avec pourquoi Eric vous Woerth. dites que ce n'est pas une question d'âge? C'est parce que vous avez peur de ce débat. Parce que c'est un débat qu'il est difficile d'affronter. C'est un débat dans pense qu'on lequel est prêt à c'est faire un des débat choses assez très courageuses difficile dans d'affronter. les Non, semaines je qui ne pense pas. Aujourd'hui, on ne voit rien de courageux dans ce que vous proposez. D'ailleurs, on verra d'ailleurs, j'en sais rien, ce texte, on ne voit jamais. Mais en tout cas,
Ça fait toujours très peur. Et il faut, à un moment donné, dans l'intérêt général, parfois, affronter aussi l'opinion publique. Je pense Vous pouvez leur porter témoignage auprès d'eux. Oui. Ils ont fait ça. Alors, merci. Mais pour de bonnes raisons. Mais pour de Peut-être bonnes essayer raisons. aussi, Pour ce de qui ne bonnes s'est jamais raisons. fait aussi. Allez, merci. Essayer des Merci choses. beaucoup Merci à vous. à tous les deux d'être venus ce soir. Donc, interpellés, Eric Woerth, on l'a vu, effectivement. La dernière partie d'audition publique avec nos deux journalistes des chaînes parlementaires. Avec nous, Oriane Mancini de Public Sénat et Ludovic Faux de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir à tous les deux. Il y a une question d'un internaute que je vous vole. Elle concerne l'Algérie. L'internaute du Figaro demande quelles sont vos craintes et quels sont vos espoirs, si vous en avez aujourd'hui, vu la situation. Écoutez, je vais réagir de façon très, très spontanée. C'est assez pathétique quand même. C'est assez pathétique parce que c'est un grand pays. C'est un grand pays. C'est un pays aussi extrêmement important pour l'équilibre, autant qu'il y ait encore un équilibre dans ces régions-là. Mais enfin, c'est pathétique c'est pathétique parce qu'une démocratie, c'est pas ça, parce qu'un pouvoir, c'est pas ça. En plus, ce sont des pays jeunes. Donc, comment peut-on alors, bien sûr qu'il faut faire très attention de ne pas verser dans les fondamentalismes. On voit bien ce qu'ont donné certaines évolutions, mais quand même. Enfin, je pense que les Bouteflika, je pense, en tout cas, doit passer la main à son. M. Bouteflika, il a certainement été un grand chef d'État à un moment donné, mais enfin, visiblement, il ne peut pas exercer. Il ne peut pas exercer. Donc, ça veut dire que d'autres exercent. C'est des gens qui protègent une situation au travers de cela. Personne ne sait qui, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, sauf probablement quelques grands spécialistes. Donc, il y a des gens qui tirent les ficelles d'une démocratie qui, à ce moment-là, va s'étouffer. Comment la jeunesse de ce pays peut accepter ça? Je ne sais pas. Ludovic. Eric Woerth, on est à moins de 3 mois des élections européennes qui auront lieu en France le 26 mai et Emmanuel Macron donne en quelque sorte cette semaine le coup d'envoi de la campagne européenne avec notamment une tribune qui sera publiée demain matin dans la presse française et européenne. Alors, mais que vous avez déjà lu. D'après les premières informations, en tout cas effectivement d'RTL, Emmanuel Macron dans cette tribune plaide pour une renaissance européenne avec concrètement une remise à plat de l'espace Schengen, une préférence européenne en matière de marché public européen, un bouclier social pour lutter contre les abus du travail détaché. Est-ce que ces propositions, finalement, vous pourriez les signer? Qu'est-ce qui vous différencie du président sur l'Europe? S'il signe des propositions qu'on a déjà évoquées, enfin, c'est des propositions qui traînent depuis très longtemps, tout ça. S'il fait une tribune en tant que pays pour dire ça, c'est pas non plus... on ne va pas crier au génie. Hein. Et puis sur les mots, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Vous allez beaucoup trop vite. Vous résumez 3 mots, je réagis avec prudence à ce que vous dites, à chaud. Mais si c'est bon, et grands mots sur l'Europe, tout le monde est capable d'en faire. La question est de comment on la construit. La question est comment on la construit. Ça veut dire aussi comment on rend les opinions publiques de plus en plus europhiles. Comment on fait pour cela, qu'on soit en Slovénie, qu'on soit en France ou qu'on soit en Italie du Sud. Comment on essaye de faire en sorte pour créer un état d'esprit européen. Et ça dépend beaucoup des dirigeants et probablement aussi des milieux économique. Et on ne doit pas raconter d'histoire sur l'Europe, on ne doit pas considérer que l'Europe est un bouc émissaire de tout ce qui ne marche pas dans chaque pays, parce que chacun a ses propres responsabilités. Si les Italiens, ça ne marche pas, ils ont leurs propres responsabilités. Si les Français, ça ne marche pas, c'est bien notre faute, et ce n'est pas la faute, évidemment, de l'Europe. Donc on doit accepter ça. Il y a quand même des propositions concrètes dans cette Sans tribune. doute, heureusement, notamment alors, la préférence européenne, pour reprendre ce que dit Ludovic, la préférence européenne pour les marchés publics européens. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'était dans les projets des Républicains. Quand on vous écoute, il n'y a pas de nouveau monde, hein, c'est toujours un décalque. Ah ben il n'y a aucune idée nouvelle. C'est d'ailleurs, moi je pense d'ailleurs que, parce que je pense d'ailleurs que on a les idées nouvelles. En réalité, on cherche toujours des idées nouvelles. Mais alors, la vraie nouveauté, ce serait d'appliquer un certain nombre d'idées anciennes qui montrent qu'elles marchent ailleurs et que juste comme on n'a pas le courage de le faire en France, alors à ce moment-là, on cherche des idées nouvelles. Et en réalité, c'est les mots qui sont souvent nouveaux, mais pas les idées. Et je pense que le pays, il est plutôt en train de reculer que d'avancer. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Et comme responsable politique depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est ce qui me rend assez triste pour tout vous dire. Quand je vois mon pays reculer plutôt qu'avancer, je me dis, en termes publics, heureusement qu'il y a des entreprises, heureusement qu'il y a des gens qui en veulent, heureusement qu'il y a des chercheurs qui cherchent ou des enseignants qui enseignent. Mais enfin, globalement, notre pays il a plutôt tendance à reculer. Et ça, il faut arrêter cela. Et donc, on a besoin de se réformer. Et on n'a pas besoin de grands mots, on n'a pas besoin de grands débats, on a besoin juste de vrais leaders. De vrais leaders, un enjeu leaders sincères. Crucial dans cette période de l'histoire, pour l'avenir de l'Union. Ça n'a jamais été aussi crucial, probablement, depuis le début de l'Union. Et nous devons donc afficher un européanisme fort.
clair, précis. Et c'est cela que va porter la liste des Républicains. Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron il déclenche le début de la campagne. C'est les Républicains qui ont déclenché le début de la campagne en lançant d'abord les noms de leur tête de liste, en indiquant un certain nombre d'idées, en discutant au Conseil national de ce que nous voulons faire. Moi, je crois que les Républicains doivent être aujourd'hui en situation de gagner les élections européennes. Nous devons gagner les élections européennes. Et on doit se placer à ce stade d'ambition. Mais là, on est apparemment face à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Eh bien, nous avons une liste, nous avons des leaders, Laurent Wauquiez, nous verrons, nous y contribuerons tous. Nous devons rompre ce débat qu'a d'ailleurs voulu installer Emmanuel Macron pendant longtemps avec le Front National ou le Rassemblement National, mais enfin ça ressemble un peu au Front National, ça a été même exactement la même chose. Et les Républicains, dans une période aussi troublée que celle où nous vivons actuellement, où la France s'est arrêtée, où elle ne réforme plus, elle débat, où on ne sait pas comment on va sortir de ce débat, où on ne sait pas si on sera à 3,5% de déficit public, c'est-à-dire plus de dettes, ça veut dire moins de pouvoir d'achat. Quand on ne sait plus tout ça, on a besoin à ce moment-là d'avoir une opposition qui soit une vraie alternance, crédible, et les Républicains doivent représenter cela. Et les Républicains, ils doivent gagner les élections. Ils doivent se ficher. Ça doit être leur ambition. Ça doit être l'ambition. Ça marchera ou pas. J'en sais rien, ça dépendra de la qualité de notre campagne, du fait qu'on y va tous. Mais surtout, est-ce que ce clivage dont vous parlez, cette opposition qu'installe Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, il ne vous prive pas de tout espace politique ? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, on a un énorme espace politique. Enfin, on n'a jamais eu autant d'espace politique depuis bien longtemps. Un pouvoir quand même, le moins qu'on puisse dire, fragilisé, extrêmement fragilisé, attaqué dans ce qu'il est, c'est-à-dire au fond dans sa modernité, dans sa capacité à incarner la réforme de notre pays dans la justice. Donc il n'y a ni réforme ni justice, donc ça ne peut pas fonctionner. Et de l'autre, un Front National qui n'est juste la pâle copie de tous les mouvements populistes qu'on voit un peu partout. Pour une droite qui va du centre droit jusqu'à une droite plus conservatrice ou plus traditionnelle, cette droite-là, elle doit avoir un message suffisamment fort, mais aussi suffisamment conquérant. Pas uniquement, bien sûr, un message de repli ou un message d'une Europe qui défendrait, qui protégerait. Elle doit protéger l'Europe comme on fait de la prose quand on parle, c'est évident. Mais au-delà de cela, l'Europe, elle doit montrer au monde qu'elle est présente et bien présente sur ses valeurs. Comme d'ailleurs sur son économie, mais aussi sur les valeurs qu'elle incarne. Justement, à propos, vous disiez de parler de repli, vous avez fait partie de ceux qui ont exprimé des réserves au moment de la désignation de François-Xavier Bellamy comme tête de liste pour les élections européennes, sur la stratégie de Laurent Wauquiez. Vous disiez craindre un rétrécissement sur finalement un parti de plus en plus conservateur. Est-ce que vous êtes aujourd'hui rassuré ? Valérie Pécresse, qui avait elle aussi exprimé des réserves, a dit ce matin qu'elle soutiendrait la liste des Républicains. Est-ce que vous êtes engagé résolument derrière votre tête de liste aujourd'hui ? Ça va de soi. Enfin, ça va de soi. Vous êtes rassuré ? On a quand même le droit, dans un parti politique, de dire que parfois on n'est pas d'accord. Enfin, ou alors il faut faire autre chose. Quoi. Alors, il vous a compris depuis ? Ça va de soi. Non, je partage toujours mon opinion. Vous voyez, Attendez, alors il faut qu'on s'arrête là. Vous partagez toujours votre opinion, laquelle ? Je partage l'opinion. Laquelle ? Vos réserves sur François-Xavier Bellamy. Mais pas contre M. Bellamy. Bah si, c'est ce que vous l'aviez dit. Mais pour vous, cette ligne n'était pas la bonne. Attendez, répondez. Laissez-moi parler. Je me suis exprimé extrêmement clairement. J'étais au RPR, j'étais au Républicain, j'ai fait partie de tous les gens qui ont créé l'UMP. Donc je crois à ma formation politique plus que jamais. Et je crois que les Républicains, ils peuvent gagner les élections européennes comme ils peuvent représenter une force crédible d'alternance. Ils doivent représenter toute la droite. Et c'est uniquement cela que je l'ai dit. Et donc je soutiendrai évidemment... Excusez-moi, Éric Woerth, vous dites là que LR doit être la force, le fer de lance de l'européisme, n'est-ce pas ? Mais on sent que vous critiquez un peu en creux une forme d'euroscepticisme chic, peut-être de François-Xavier Bellamy. Moi, je n'ai rien dit de tout ça. Je parlais de parti conservateur. J'ai dit on ne peut pas résumer les Républicains à une frange de cette vaste sphère à facettes que nous représentons. Donc ces facettes-là, elles doivent briller de mille feux. Et briller de mille feux, c'est assumer un certain nombre de propositions, nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs, mais elles doivent on doit attirer, on doit donner envie de voter pour nous. Pour l'instant, ça donne 13%.
Oui, Comment bah, vous c'est. faites pour attirer ces électeurs de mais droite moi, qui je ne suis se pas tête de reconnaissent liste. plus dans votre ligne? Moi, je ne suis pas tête de liste, je ne suis pas sur la liste européenne. Moi, j'aiderais cette liste, évidemment, à aller plus loin, à exprimer de plus en plus clairement cette idée que l'Europe, ce n'est pas uniquement une protection. L'Europe, c'est le moyen d'aller plus loin dans le monde, de conquérir, au fond, le monde par nos valeurs, comme d'autres l'ont fait, sur le plan physique, par l'exploration, par plein de choses. Et qu'il n'y a pas de France sans Europe. Ça n'existe plus. Tous ceux qui veulent cela, ils veulent la destruction de notre pays. De Gaulle sera le premier, a toujours été le premier des Européens, et De Gaulle le serait encore plus aujourd'hui. Donc nous devons puiser dans notre histoire, puiser dans notre imagination, dans nos forces, pour faire gagner notre liste aux élections européennes, et on va tous s'y consacrer. Et en même temps, les plus europhiles de votre famille politique, Alain Juppé, on l'a vu la semaine dernière avec Emmanuel Macron, Jean-Pierre Raffarin semble plutôt penché pour un soutien à la République En Marche. Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs, Laurent Wauquiez lui demande de clarifier sa position en vue des élections européennes. C'est un coup dur. Mais pourquoi vous dites les plus europhiles? Enfin, Valérie Pécresse est très europhile, je suis europhile, Jean Leonetti est très europhile. Enfin, il y a plein de gens qui sont très europhiles. On a deux anciens premiers ministres. On a deux anciens premiers ministres. Il y en a un qui est rappelé à l'ordre, et il y en a un autre qui a quitté votre parti. Des relations très amicales avec Alain Juppé et avec Jean-Pierre Raffarin, mais là, on ne va pas résumer les Républicains à cela. D'abord, Alain Juppé est sorti du jeu politique aujourd'hui. C'est une perte pour la droite? Oui, Alain Juppé est un homme de conviction et qui a beaucoup contribué à réformer notre pays, avec beaucoup de moments difficiles. Bien évidemment, on ne voit jamais quelqu'un partir comme cela. Je le regrette évidemment à titre personnel, mais il faut regarder devant. Jean-Pierre Raffarin était aussi un grand Premier ministre. Jean-Pierre est quelqu'un de très européen. Il a reçu une lettre de Laurent Wauquiez pour lui demander de venir au prochain bureau politique et de clarifier sa position. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Je ne vais pas parler de la méthode, mais on vous interroge quand même sur ce rappel à l'ordre. On a envie de savoir ce que vous en pensez. Je ne vais pas parler de la méthode. Sur le fond, elle ne vous convient pas forcément, la méthode. Sur le fond, Laurent Wauquiez a raison de demander à Jean-Pierre Raffarin de clarifier sa position à 2 mois d'une élection majeure. Jean-Pierre Raffarin, il est républicain. Donc, moi, j'appelle Jean-Pierre Raffarin à soutenir la liste des Républicains et d'y apporter toute son européanité, d'y apporter toutes ses idées. Oui, je le crois. Pourquoi ce ne serait pas possible? Il a plein d'amis, Jean-Pierre Raffarin. Justement, il va publier, je vous arrête, il en est membre lui-même. Je vous donne une information. Il va publier une tribune dans le Figaro de demain, Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi je soutiens le projet européen d'Emmanuel Macron? Quelle est votre réaction? Mais je ne connais pas cette tribune. Vous me demandez de résumer. Oui, excusez-moi, je n'ai pas tout le texte là sous les yeux, mais il annonce son soutien au projet d'Emmanuel Macron. J'appelle Jean-Pierre Raffarin à retirer cette tribune du Figaro de demain matin. Il dit qu'il adhère, lui, au projet du président. Écoutez, moi je ne connais pas le projet du président. Et Jean-Pierre Raffarin, il ne connaît pas non plus le projet des Républicains. Parce que ces projets, ils ne sont pas sur la table. Donc il ne faut pas aller plus vite que la musique. S'il veut faire projet contre projet, qu'il regarde les 2 types de projets, qu'il regarde ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'Europe, qui est assez éloigné de ce que disait Jean-Pierre à un moment donné, et ce que nous dirons, je l'espère, dans cette liste. En tout cas, moi je serai celui qui pousse avec plein d'autres. Il dit que celui du chef de l'État est le projet européen le plus abouti. Voilà ce que dit votre ami Jean-Pierre. Mais il n'est pas abouti, il n'y a pas de projet européen. Depuis la Sorbonne, où est le projet européen du président de la République? Où est-il? Il est en se réconciliant tout d'un coup avec les Italiens, en tapant sur, en écrasant l'Europe de son. Non, c'est pas sérieux. Vous mettez beaucoup d'efforts à soutenir la liste de votre parti, conduite par François-Xavier Bellamy. Mais là, Jean-Pierre Raffarin, c'est un mauvais coup pour votre parti. Mais il n'y a pas de mauvais coup. C'est pas une bonne nouvelle. Mais vous m'interrogez sur une tribune que je n'ai pas lue, qui sera demain disponible dans le Figaro. Excusez-moi, mais alors on n'est plus dans la télé d'actualité, on est dans la télé du jour. En tout cas, il soutient Emmanuel Macron. Est-ce que Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, ce n'est quand même pas le symbole, l'illustration qu'Emmanuel Macron finalement réussit à affaiblir la droite? Vous me bondissez dessus en voulant me faire dire cela. Je n'ai pas envie de dire ça parce que je ne le crois pas. Est-ce que vous pensez dans ces conditions, les Républicains doivent regarder devant. D'accord. Ils ne doivent pas humilier. Ils ne doivent humilier personne, ils ne doivent humilier aucune personnalité. Et ça, c'est extrêmement important. Et on doit réunir. Est-ce que Jean-Pierre Raffarin se reste encore à LR? C'est une question qui va se poser. Si Jean-Pierre Raffarin soutenait une autre liste que celle de LR, de facto, il ne serait plus dans LR. Ça, c'est une certitude et il le sait d'ailleurs lui-même. Mais moi, j'appelle Jean-Pierre Raffarin à attendre avant de prendre sa décision. Mais enfin, ce n'est pas non plus un oracle. On n'est pas en train de se demander ce que va faire Jean-Pierre Raffarin. Mais s'il veut prendre position, je lui dis
amicalement, attend Jean-Pierre de regarder ce que dira le président de la République. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours de très très grandes différences entre ce que dit le président de la République et ce que fait le président de la République. Donc je lui proposerai d'être très prudent sur son soutien. Voilà. Soutien il y avait. Il y aura mercredi une commission nationale d'investiture des Républicains, justement, concernant les élections européennes. Est-ce que pour tourner la page des anciens Premiers ministres, il faut donner une prime au renouvellement pour les places en particulier éligibles dans la liste des Républicains? On connaît le trio de tête. Un certain nombre de noms de députés européens sortants reviennent. Rachida Dati, Brice Hortefeux, Geoffroy Didier et d'autres encore. Est-ce qu'il faut une prime au renouvellement, notamment parmi les 10-15 premiers qui ont de véritables chances d'être élus? Non, ni plus ni moins. Enfin, le renouvellement, c'est pas un truc, on ne monte pas sur sa chaise en sautant comme un cabri en disant renouvellement. Mais la vie, c'est plein de gens d'expérience, des jeunes comme des beaucoup moins jeunes. Et il faut évidemment des personnes ou des personnalités qui ont été députés européens. On a dit ça sans arrêt, sur les mêmes plateaux. Mon Dieu, en France, on change sans arrêt les députés européens, c'est pour replacer un copain, c'est pour replacer quelqu'un qui a été battu. Il y en a marre. Regardez les Allemands, ils investissent. C'est compliqué d'être député européen et d'avoir un peu d'influence. C'est compliqué d'être président de commission européenne. Il faut des gens un peu... dans ce cas-là, on prend des gens qui ont de l'expérience. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'expérience. Je note que dans les 3 premiers, il y en a 2 qui n'ont pas été députés européens. Le 3e l'a été. Après, il faut que derrière, il y ait évidemment d'autres personnes. Vous nous avez dit il y a quelques secondes, il faut veiller à ne pas humilier des personnalités. Oui, c'est les personnalités dont parle Ludovic, Nadine Morano, Rachida Dati. Il faut leur faire une place? Non, mais moi, je parlais de Jean-Pierre Raffarin, je parlais d'Alain Juppé, je parlais de ces personnalités. Parfois, il y a eu des mots très durs à leur rencontre et je ne partage pas ces mots, pour tout vous dire. Enfin, la vie politique, elle est brutale, elle est ce qu'elle est. Il faut aussi dire les choses. Je ne dis pas qu'il faut les enterrer, mais je pense que les personnes que vous avez citées, elles n'ont pas démérité dans l'accomplissement de leur mandat et que nous avons besoin, de députés européens chevronnés. Si vous mettez que des gens nouveaux, si vous mettez que des jeunes journalistes pour faire un journal, ça sera formidable, ce sera frais, ce sera joyeux, ce sera gai, mais ça manquera peut-être d'un petit peu quelque chose. Et la vie, c'est le mélange. La vie, c'est le mélange. C'est évidemment de brasser des générations, et nous devons le faire dans cette liste. On a appris il y a quelques minutes que la droite européenne a officiellement lancé la procédure d'exclusion du PPE de Viktor Orban et de son parti. La décision sera rendue le 20 mars. Le PPE, c'est là où siègent les Républicains au Parlement européen. Est-ce que cette procédure d'exclusion, c'est une bonne chose? Je n'ai pas vu ça. C'est quoi la droite européenne? C'est 12 partis, le PPE. 12 partis appartenant au PPE. Oui, mais ce n'est pas tout le PPE. Non, donc, c'est pas tout le PPE. Donc, il y a des jeux aussi d'États, de nations. Il y a des points. Moi, je crois qu'il y a des points qu'on a évoqués. Enfin, M. Orban n'est pas blanc-bleu, évidemment. Je pense à la liberté de la presse, des points comme ça qui ont été signifiés et qui montrent que c'est une démocratie probablement plus compliquée encore que la nôtre. Mais enfin, c'est une personnalité qui est au PPE depuis très longtemps. Donc pour vous, il a encore sa place au PPE aujourd'hui? Honnêtement, je n'en sais rien, parce que je connais très peu son pays et je connais très peu M. Orban. Je pense qu'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la campagne. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas faire une campagne uniquement en disant il y a les bons Européens et les mauvais. Parce que si vous faites ça, vous faites du clivage. Et je ne crois pas que, et d'ailleurs c'est vrai sur le plan national aussi, on ne peut pas réunir les Français en clivant les Français. Et on ne peut pas réunir les Européens en clivant les Européens. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire non quand il faut dire non. Mais il faut faire attention au débat un peu trop simpliste. On vous sent très prudent. Est-ce que c'est parce que finalement, une éventuelle explosion du Parti populaire européen, ce serait un cadeau fait au Rassemblement national, aux partis les plus populistes, et puis également à La République en marche et à ses alliés éventuels en revenant à ce clivage dont on parlait tout à l'heure entre nationalistes et progressistes? Emmanuel Macron cherche visiblement à recréer une sorte d'alliance, on ne sait pas très bien avec qui d'ailleurs et comment, mais il le fait depuis 2 ans, parce qu'il souhaite être au fond celui qui... je ne sais pas si la présidence de la France lui suffit, peut-être faut-il une présidence européenne, donc il élargit son champ d'intervention. Moi, je crois que le PPE, ça existe depuis bien longtemps, c'est totalement inconnu de la part des Français, probablement d'une bonne partie de nos auditeurs, mais c'est un regroupement des droites de toute nature, avec l'histoire des pays, qui sont extrêmement différentes aussi les uns des autres, mais enfin, ça a toujours tenu. Et ça a toujours permis de faire avancer l'Europe, et on doit continuer à faire avancer l'Europe. Il n'y a jamais eu autant de nuages qui s'amoncellent au-dessus de l'Europe, jamais. Donc il faut être clair. D'où l'importance du scrutin. Ce scrutin, il est fondamental pour la France, mais il est fondamental pour l'Europe. Merci beaucoup, Éric Woerth.
d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Bonsoir à tous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonsoir.